Eh bien, c'est parti pour la 11e saison des 24 heures chrono de l'International, en direct, bien évidemment, des plateaux de TV5 Monde. Je vous rappelle juste un petit point technique pour la nouveauté de cette année. Vous avez la possibilité de déposer une question en direct en cliquant sur un des deux boutons orange en bas de cet écran ou de nous adresser directement une vidéo. Et bien évidemment, si vous nous posez une question, vous aurez une réponse en direct. Il est évident. Alors, sur ce plateau, j'accueille Stéphane Gontan. Stéphane, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes dirigeant d'entreprise à Dalian. Tout à fait. Vous faites ? Je suis dans la construction navale. Je dirige une entreprise qui s'appelle Odessa Marine, que j'ai créée il y a une dizaine d'années avec 2 associés français. D'accord. Et vous êtes aussi, je crois, conseiller du commerce extérieur. Tout à fait. D'accord. Rémi Petitfrère. Bonjour. Rémi, bonjour. Donc vous êtes aussi dirigeant à Dalian. Voilà, ça fait 6 ans que j'ai une société qui s'appelle SIAC sur Dalian, qui s'occupe de branding, c'est-à-dire le développement cognitif, enfin du marketing cognitif sur la zone et l'intégration de la plus-value des marques occidentales dans l'esprit des consommateurs chinois. Vous faites entrer la culture française, la culture des entreprises françaises Voilà. En Chine. C'est-à-dire que je donne le goût et surtout je motive, on va dire, les prospects chinois à dépenser plus pour une meilleure qualité. Voilà. D'accord. Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes maire du Havre. Oui. Alors on va se dire, mais que fait le maire du Havre sur ce plateau? D'abord, il est invité, alors il est content d'être là. Et il se trouve que le Havre est jumelé avec Dalian depuis 32 ans. C'est un jumelage qui fonctionne bien, auquel on est très attaché, qui nous permet à la fois d'entretenir des relations avec les autorités politiques et administratives de la ville, mais qui nous permet aussi d'appuyer un certain nombre de projets économiques et puis de créer des relations universitaires, lycéennes. C'est pas toujours facile parce qu'il y a l'éloignement géographique, il y a la distance de la langue, qui fait que... Et puis il y a des différences culturelles assez fortes et politiques quand même, aussi. Oui. Donc c'est pas tous les jours facile, mais en même temps ça se passe bien. C'est un beau jumelage qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous permet de créer une relation qui peut sembler improbable à certains, mais qui est en fait une relation à la fois assez intense et assez durable. Très bien, merci, on va revenir dessus. Et j'accueille Marc Lamy. Donc Marc Lamy est consul général de France pour la partie du nord-est de la Chine. Monsieur le consul, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Parfait. Je vous vois et je vous entends, tout va bien. Bonjour monsieur le consul. Bonjour à vous tous. Bon, alors, monsieur le consul, parlez-nous un peu de la présence française, justement, à Dalian. Comment ça se passe? Alors, la présence française à Dalian, elle est comme suit. Donc, on a une communauté française qui compte environ 200 personnes, parmi lesquelles 116 sont inscrits au registre des Français, des gens qui sont souvent en famille, sont majeure partie, je dirais, des gens jeunes, qui sont diplômés, qui sont bien intégrés, et dont l'un des conjoints, quand il s'agit de couple, est souvent de nationalité chinoise. Voilà, et nous rencontrons, puisque comme vous le savez, le consulat général de France pour la circonscription consulaire du Nord-Est est à Shenyang. Nous allons très souvent à la rencontre de nos compatriotes à Dalian. Et de façon générale, je dirais que ces derniers ne font état d'aucun problème particulier relatif à leur vie dans cette ville, même si malheureusement on ne dispose pas de moyens de scolariser les enfants en français à Dalian, et que il y a des différences évidemment par rapport à notre système. Très bien, merci monsieur le consul. Bien évidemment, vous intervenez à votre disposition pendant l'émission. Vous me faites un petit signe et normalement j'aurai la possibilité de vous prendre. On va aller interroger Grégory Solmé. Donc Grégory Solmé est consultant Carl Wade, avocat chez Carl Wade. Donc il va nous parler quelques instants des visas pour la Chine. Toujours dans un souci de renforcer son pouvoir d'attraction, la Chine expérimente actuellement une procédure de demande d'autorisation de travail unifiée et simplifiée dans certaines régions de Chine depuis octobre 2016. Si cette procédure unifiée et simplifiée se révèle satisfaisante, elle devrait être étendue à l'échelle nationale à partir d'avril 2017, notamment à la province du Liaoning. Cette simplification s'articule autour de 3 points principaux. Premièrement, la dématérialisation des demandes, ce qui permettra un meilleur partage des données entre les différentes autorités chinoises et partant de rationaliser les procédures à travers la Chine, ainsi que de réduire les délais de traitement. Deuxièmement,
un système basé sur les points d'éligibilité, en prenant en compte des facteurs tels que l'expérience professionnelle et le niveau d'études, ce qui permettra de différencier les travailleurs à haut potentiel des autres travailleurs et des travailleurs saisonniers. Troisièmement, et c'est le point le plus important, une simplification de la procédure de demande d'autorisation de travail et de permis de résidence. En effet, les ressortissants étrangers autorisés à venir travailler en Chine seraient dispensés d'obtenir une lettre d'invitation et un visa de travail et d'entrée de type Z avant l'arrivée. Ces personnes pourraient voyager en Chine et obtenir le visa Z à l'arrivée. Par ailleurs, après avoir obtenu la licence de travail et le visa d'entrée, les travailleurs pourraient solliciter la délivrance d'un permis de résidence et de travail temporaire avant d'obtenir le permis de travail définitif. Très bien, donc on se rend compte que les choses se simplifient, sont un peu clarifiées, sont un peu plus automatisées. Alors justement, Stéphane Gontan, si vous pouviez nous résumer rapidement, je suis chef d'entreprise ou j'ai envie d'aller m'installer à Dalian, quels sont les grands principes sur les visas ? Effectivement, je peux apporter un témoignage sur comment, en pratique, on est confronté à la question des visas. Donc, d'abord, le permis de résidence, qui, pour l'instant, est essentiellement donné pour 1 an. Pour l'obtenir, il y a des conditions qui sont relativement strictes. Il faut une licence et 2 ans d'expérience. Et c'est quelque chose qui peut rendre compliqué le recrutement de jeunes collaborateurs. Ces conditions sont en train de se simplifier. Donc, sur ce point-là, ça va dans la bonne direction. Et les visas vont aussi être d'une durée plus longue. Ensuite, c'est très simple de recevoir des clients ou des fournisseurs pour des courts séjours business. C'est également très simple d'obtenir un visa touriste. Finalement, la seule difficulté qu'on a, c'est pour recruter des stagiaires. Quoi qu'il y ait un programme depuis l'année dernière d'échange de 1000 stagiaires entre la France et la Chine qui est en train de répondre à cette difficulté. Donc, on reverra tout à l'heure justement avec Le Havre, on a des beaux échanges. Tout à fait. Donc, pas de blocage particulier, si ce n'est cette barrière à l'entrée, cette exigence qui reste relativement élevée sur le permis de résidence. Alors, pour revenir un peu sur cette ville de Dalian, donc on est dans plein nord-est de la Chine, face à la Corée, pour faire court. C'est un terrain un peu qui a été longtemps une histoire un peu complexe. Ouais. Aujourd'hui, quels sont les grands secteurs porteurs pourquoi vous êtes allé vous installer à Dalian ? Eh bien, à la différence de villes premières comme Shanghai, Hong Kong ou Pékin, les villes secondaires type de Dalian ont encore beaucoup de potentiel. Voilà, beaucoup de potentiel parce que c'est très facile à travers un produit un petit peu innovant d'avoir le monopole. Et Dalian est la porte d'accès sur le Dongbei, donc sur le nord-est chinois, et donc sur un marché de 250 millions d'habitants, soit la taille des États-Unis. Voilà. Oui, donc pour vous, c'est vraiment la porte d'entrée sur le nord-est, alors aussi bien en industrie qu'en service. C'est bien ça. Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a des opportunités de sous-traitance, il y a des opportunités industrielles en Chine, certes, et elles sont encore là. Simplement, on sait tous que les coûts sont de plus en plus élevés. Moi, j'aimerais faire passer un message, et finalement, c'est un peu le message essentiel que j'aimerais arriver à faire passer pendant cette émission. C'est que la Chine devient une opportunité marché pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs, pour nos grandes entreprises. Et qu'on a beaucoup abordé la Chine par le sud, quand il s'agissait de sous-traiter et de produire. Et les opportunités marché sont partout, et en particulier dans notre zone. Donc j'invite tout le monde à envisager la Chine sous l'angle d'un marché, et pas simplement comme une solution de production. D'accord. Alors, oui. Peut-être quelque chose à ajouter. Par rapport au message, moi j'invite plutôt les sociétés de services à venir parce que éventuellement un produit est relativement facile à vendre dans un marché en voie de développement qui identifie directement le bénéfice d'un produit. Mais un service dans une société en voie de développement est encore très compliqué. Voilà. Et on a besoin, en fin de compte, de concurrents pour éduquer le marché ensemble. Voilà. D'accord. Ce que vous appelez, c'est la concurrence sur Dalian, enfin sur le nord-est de la Chine, pour justement essayer de dynamiser cette logique et quelque part, alors excusez-moi ce mot, je ne l'aime pas, mais un peu instruire le marché local. Oui, mais c'est tout à fait ça.
Et c'est nécessaire, voilà. Très bien. Alors, juste avant de revenir sur Le Havre et du partenariat du Havre avec justement Dalian, on va aller faire une petite page de pub et je vous retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour la première ville des 24 heures chrono de la 11e saison. Alors, sur le plateau, on a le maire du Havre, donc 32 ans de lien entre Le Havre et Dalian. Alors, Dalian, c'est le 3e port de Chine. Le Havre, tout le monde connaît. Mais en dehors de cette logique au départ portuaire, quelle est la logique entre vos deux villes, justement ? Je ne suis pas sûr qu'au début du jumelage, il y a 32 ans, la logique était portuaire. Parce que Dalian, c'est aujourd'hui une ville d'environ 7 millions d'habitants. Il y a 100 ans, c'était un village de pêcheurs, Dalian. J'exagère. Non, il y a 100 ans, c'était à peu près un village de pêcheurs, marqué par une présence russe très forte. Et il y a 32 ans, le port de Dalian, à mon avis, il ne faisait pas 500 000 conteneurs. À mon avis, il faisait moins. Et en 10 ans, il est passé de... un peu moins d'1 million de conteneurs à aujourd'hui doit être tranquillement à 5 ou 6 millions de conteneurs, ce qui est une progression tout à fait impressionnante. Donc le début de l'histoire entre Le Havre et Dalian n'est pas véritablement une histoire portuaire, même si évidemment le fait d'avoir deux villes industrielles ou portuaires pouvait compter. Le début de l'histoire est essentiellement industriel. Il est d'abord marqué par le fait peut-être que la ville du Havre avait une mairie communiste à l'époque et souhaitait se rapprocher, une époque où c'était pas si courant, d'une ville chinoise. Mais l'idée, c'était initialement de favoriser le développement économique et notamment de profiter de la présence forte de Total dans la zone industrielle portuaire du Havre pour dupliquer un équipement industriel à Dalian. Ce qui a été fait dans de bonnes conditions et ce qui a permis au jumelage de se lancer dans une forme de confiance et de pérennité. Donc le lancement est d'abord industriel. Enfin, rapidement industriel, absolument. Et aujourd'hui, il s'est diversifié et il est assez actif. Moi, je ne parle pas le chinois, ce qui est évidemment un problème pour parler avec mes interlocuteurs. Mais un de mes amis qui était diplomate, qui est toujours diplomate, qui lui parle couramment le chinois, m'avait dit il y a 10-12 ans, quand on ne parle pas le chinois, la meilleure chose à faire, c'est de revenir. Et c'est de revenir tous les ans, et de tous les ans exprimer son intérêt, parce que les Chinois sont sensibles à ça, et au fur et à mesure que tu reviendras, tu les verras s'ouvrir et tu les verras te parler différemment. Et donc depuis 10 ans, vous astreignez à cette logique et ça marche. Au moins 3 jours en Chine et au moins 3 jours à Dalian tous les ans, ce qui permet d'abord de voir l'évolution fantastique de la ville, et puis ce qui permet, dans un pays où ça compte beaucoup, de créer des liens. Alors là-bas on dit des liens d'amitié, moi je dirais des liens de confiance, et des liens de confiance permettent ensuite d'envisager des partenariats qu'on n'aurait pas imaginés spontanément. On a aujourd'hui au Havre des partenariats entre des lycées avec des échanges de lycéens, ce qui n'est pas si simple. C'est pas simple. On a des échanges universitaires qui se passent dans de bonnes conditions. On a des échanges culturels avec des échanges d'expositions créés par les musées. On a des échanges hospitaliers avec... oui. On reviendra sur la partie hôpital. Ça marche bien. Et puis on a des échanges politiques, administratifs qui fonctionnent pas mal. Alors on va traverser le globe. Alors quel est l'intérêt pour Dalian ou pour un dirigeant français? Alors vous n'êtes pas du Havre, vous êtes plutôt... Personne n'est parfait, vous savez. On l'aime quand même. Mais il peut quand même venir habiter au Havre. Oui, bien sûr. Il a le droit. Bon, alors quel est l'avantage justement sur une ville comme Dalian d'avoir un partenariat aussi fort et aussi historique qu'avec le Havre? Je dirais qu'un jumelage, comme celui qui existe entre Dalian et Le Havre, participe à créer un environnement favorable au business français. D'abord parce qu'il donne un meilleur accès aux autorités locales. Et ensuite parce que dans le cadre d'un jumelage, il y a des relations d'amitié, ou en tout cas effectivement des relations de confiance, des relations de compréhension qui s'installent entre les autorités locales. Et c'est très important. Ça s'inscrit dans un contexte parce qu'évidemment,
On a un consulat qui est basé à Shenyang, la capitale de la province, également une représentation de la Chambre de commerce française et 2 conseillers au commerce extérieur qui sont là notamment pour accompagner des entrepreneurs ou des entreprises françaises qui s'intéressent au marché de Dalian, au marché du nord-est de la Chine. Et donc, je crois que tout ce contexte-là est favorable. Voilà, ça crée un contexte très favorable Exactement. pour le développement des affaires. C'est quelque chose que vous avez ressenti en arrivant sur place, Rémi? Le jumelage en arrivant sur place, c'était ma première fois en 2006, puis 2010 en tant qu'expatrié. C'est surtout l'ambiance de la communauté française, voilà, qui à la base est partie du jumelage avec Le Havre. Stéphane était aussi responsable, je veux dire, accueillir le jumelage du Havre à travers sa société. Et cette ambiance entre Français est nécessaire voilà, dans une ville où on n'a pas forcément accès à toute la modernité, on va dire, d'une ville première. Voilà. Oui, donc on est dans une petite ville, c'est 200 Français, il faut revenir dessus, ce qui veut dire que Le Havre devient un peu la colonne vertébrale de cette relation. Exactement, et c'est fondamental. C'est fondamental, et je peux dire, hein, je pense que c'est pas exagéré, que notre entreprise, donc, qui aujourd'hui emploie un peu plus d'une 60aine de personnes et un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros, ne se serait pas aussi rapidement développée sans ce jumelage et en tout cas sans cet environnement cette dynamique forte. Exactement, c'est important, on peut compter dessus. Alors justement, on va aller voir Martin Salger. Alors Martin, quels sont les conseils que vous donneriez à un Français souhaitant s'installer à Dalian? Je pense qu'il faut vraiment aborder la vie ici avec une pensée positive. Ça peut paraître difficile, notamment à cause de la barrière de la langue, mais il se passe tellement de choses, ça va tellement vite, ça va 200 à l'heure, il y a beaucoup de monde, c'est une vie trépidante. Et donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, surtout ici. Et donc il faut toujours être positif. Par exemple au travail, que ce soit avec ses employés ou ses collègues, notamment avec les employés chinois, je pense qu'il faut vraiment toujours leur donner, leur apprendre à personnifier leur travail, à prendre des initiatives. Et là, ils deviennent créatifs et ne pas les bloquer comme font beaucoup des entrepreneurs chinois, les confiner dans leur rôle. Et il y a les salaires sont assez bas en Chine, il y a beaucoup d'opportunités de travail et donc c'est comme ça qu'on perd souvent ses employés. Donc moi je pense qu'en forçant, en amenant ses employés à prendre des initiatives, on fidélise son employé et il va être heureux de venir au travail et ça permet d'éviter ce problème de crise de turnover dans les effectifs. Alors, Rémi Petitfrère, vous sentez cette modification du comportement des gens à Dalian plus particulièrement? Pour rebondir par rapport à Martin, ce qui est important dans le comportement des Chinois vis-à-vis surtout des entrepreneurs français, hein, parce que c'est pour ça qu'on c'est bien de ça dont on parle. Voilà. C'est en fait exporter l'aspect social, l'aspect positif, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise. Et on a un modèle en Chine avec souvent Ikea ou Sandvik, enfin des sociétés du nord de l'Europe, qui créent cette fidélité vis-à-vis de leurs employés, qui est important hein, pour pas avoir une perte des compétences acquises. Et voilà, et c'est avec cette notion de culture qu'il faut ne pas hésiter de mettre en avant. Tout à fait. De créer une communauté, pas simplement avec notre communauté française, mais aussi intégrer dans notre communauté française nos employés. Alors, on va casser quelques mythes sur justement les rémunérations en Chine. Donnez-nous quelques chiffres, rapidement. Alors, pour la rémunération, oui, elles sont plus basses qu'en France. Le message, par contre, que j'aimerais faire passer, c'est que le pourcentage de charges sur la somme effectivement perçue par les employés est maintenant entre 80 et 85%. C'est-à-dire qu'on s'approche de ce qui est observé en France. En France. Voilà, exactement. Donc il y a un système de sécurité sociale qui se met en place. Voilà, et d'une façon général, peut-être que je peux donner 2-3 chiffres pour les gens qui s'intéresseraient à ouvrir une entreprise à Dalian. Le régime de base de l'impôt sur les sociétés est de 25%.
Il existe des régimes spéciaux, notamment des labellisations innovantes à 15%. Et des impôts locaux qui sont, après un calcul complexe, globalement équivalent à 1% du chiffre d'affaires. Donc, on a une fiscalité qui est relativement simple, transparente, stable, et en tout cas, beaucoup plus élevée que ce qu'on peut imaginer, mais elle est raisonnable. Alors, pour revenir simplement sur la partie entreprise, on a souvent ou très souvent parlé dans ces émissions du turnover des salariés chinois, de nos collaborateurs en Chine. C'est encore le cas? C'est quelque chose qui se calme, me semble-t-il? Alors, bien sûr, ce qu'a dit Rémi est vrai. La notion de culture d'entreprise est importante, d'autant plus quand il y a une différence culturelle. Maintenant, il est clair qu'à 15% de croissance, comme on l'était il n'y a encore pas si longtemps, le turnover est très compliqué pour des entreprises comme la nôtre. Aujourd'hui, on est dans un contexte entre 5 et 7% de croissance. Les choses sont très différentes. Les gens cherchent beaucoup plus la fidélité, cherchent beaucoup plus à se développer au sein d'une entreprise. Donc je dirais, ce ralentissement relatif de la croissance, sous certains aspects, quand même. Il reste très fort, vous avez raison, mais il est finalement positif pour nous. Je peux vous dire que, voilà, pour un entrepreneur comme moi, de voir les marqueurs, les curseurs bouger plus doucement, c'est rassurant, on a plus de visibilité et on peut planifier à plus long terme. Et comment on en parlait tout à l'heure, donc moins de turnover et une vraie fidélité en temps de présence, c'est-à-dire qu'on a peu de taux d'absence. Oui, effectivement. Alors, on a mis en place un indicateur en interne dans la société qui est le nombre d'heures effectivement travaillées et on a le plaisir de constater qu'il est extrêmement élevé. On est à plus de 95%. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a une très forte adhésion de l'équipe à notre projet. Donc, je rappelle, vous fabriquez des bateaux en électrique, c'est ça? Voilà, donc on a deux activités. On est fabricant de bateaux en aluminium professionnels, notamment des bateaux de transport de passagers électriques et hybrides. Et on est concessionnaire pour le groupe Beneteau, donc les voiliers, les bateaux de pêche pour le nord-est de la Chine. Exactement. Très bien. Alors, on va aller interviewer Gildas Olivier, qui est directeur associé d'ODC Marine, donc votre associé. Exactement. Pour découvrir et comprendre la culture chinoise, ce qui nous permettra, juste après cette intervention, de revenir un peu sur la vie quotidienne en Chine. Je ne parle pas très bien chinois, donc je n'ai jamais pris de cours, donc j'ai appris sur le tas. Je suis plus efficace pour le travail en chinois que pour la vie courante, mais ça reste pas un handicap parce que d'un autre côté, j'ai appris la culture dans le travail, par les amis, par les fournisseurs, par les différents échanges qu'on a eus. Et je pense que comprendre la culture est plus important que comprendre la langue, même si les deux sont essentiels. Mais ça me permet de me sentir à l'aise quand j'habite en Chine, d'être bien avec les gens que je rencontre et de pouvoir échanger sur des vrais sujets. Donc, on ne se sentira pas chinois parce qu'on n'est pas chinois, mais par contre, on apprécie de travailler avec des Chinois. Mes employés, j'ai des très bonnes relations avec eux. Et en tant qu'entrepreneur, c'est relativement important d'être bien avec les gens avec qui on travaille. Alors, Rémi Petit-Frère, une réaction suite à cette intervention? Vous parlez chinois? Oui, grosso modo. Modestement. Oui. Et vous pensez que c'est important? Comment s'est passé justement avec votre famille? Parce que vous étiez avec votre épouse et votre fils. Alors moi, mon épouse est chinoise. D'accord. C'est plus facile. Oui. Voilà, pour apprendre la langue chinoise et pour intégrer la culture. Et c'est même nécessaire. C'est-à-dire que plus que la langue, c'est la culture. Et c'est même, plus que la culture, c'est le contexte à apprendre. Quand on sort éventuellement d'une grande école française ou d'une école de commerce, on est souvent surpris en arrivant en Chine. On a le choc justement culturel, mais le choc par rapport à la théorie en fait, qui ne passe plus. Et on a voilà, on a le besoin d'apprendre les rites chinois qui sont parfois les rites du business, c'est-à-dire il y a la corruption, il y a le network, il y a l'alcool, et le reste, voilà. Et c'est des choses qui sont nécessaires pour avoir une bonne relation commerciale et une bonne vie d'entreprise aussi, de comprendre ça. Alors vous, Édouard Philippe, vous avez une vision ponctuelle mais très concrète justement du monde de la relation avec la Chine. Vous aviez parlé de l'alcool, mais comment vous voyez ça, vous, justement, avec cette distance mais en même temps cette forte implication? On est sur des modèles culturels qui sont très lointains et en même temps qui se comprennent.
Donc, c'est pour peu qu'on y passe un petit peu de temps et qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne en face, on y arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'on en comprend toutes les finesses, tous les codes, bien entendu. Enfin, on y arrive. Et c'est assez passionnant. Et c'est assez passionnant de voir une transformation. Les gens qui nous regardent sont plutôt plus ouverts à l'international que le reste des Français. On est bien d'accord. Donc, ils savent ce qui est en train de se passer en Chine. Mais c'est totalement fascinant, à la fois par son intensité et par sa rapidité. L'exode rural, on l'a connu, on l'a vécu. Simplement, en Chine, il se passe en 30 ans, là où en France, il en a pris 150. Le vieillissement de la société est hyper accéléré en Chine. Et posera des problèmes. La question de la maîtrise des ressources et du respect de l'environnement se pose de façon beaucoup plus intense, parce que beaucoup plus rapide en Chine qu'elle ne peut se poser ailleurs. Tout est accéléré. Tout est accéléré, tout est intensifié, et c'est assez intéressant de voir comment la classe politico-administrative chinoise, qui n'était probablement pas préparée il y a 20 ans à ce genre de questions, s'y est mis. Et s'y est mis très sérieusement. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien, il y a des défis considérables et je suis parfois assez inquiet sur la façon dont ils vont être relevés par les autorités chinoises. Mais n'empêche, le degré... Ils sont très conscients du sujet. Je vous parlais tout à l'heure d'une coopération en matière hospitalière. Moi j'étais très surpris, il y a 2 ans, elle a été évoquée en passant dans une conversation. 6 mois après, elle a été réaffirmée et ensuite on a vu arriver des délégations de l'hôpital numéro 2 de Dalian, puis de l'hôpital numéro 1, qui voulaient comprendre comment est-ce qu'on a organisé des filières de gérontologie pour faire face au vieillissement et à la dépendance. Alors évidemment dans des proportions qui n'ont rien à voir avec celles qu'on connaît, mais en s'inspirant de bonnes méthodes. Et je sais parfaitement qu'ils étaient venus voir le modèle français en matière de gérontologie, comme ils étaient venus voir sur un certain nombre de questions médicales le modèle allemand. On a vraiment un souci de penser l'accélération et la rapidité et l'intensité des phénomènes sociaux avec un souci de planification. Alors je sais que la planification a mauvaise presse, et elle peut avoir mauvaise presse d'ailleurs à certains égards, parce qu'elle n'a pas toujours donné le meilleur. Non. Mais le souci des Chinois d'être à la fois très réactifs dans le court terme et en même temps de penser le long terme est quelque chose d'intéressant. C'est une solution qui leur facilite la chose. C'est quelque chose d'intéressant. Je ne le reproduirai pas tel quel chez nous, mais c'est quelque chose de notable. Ouais. J'ai bien compris. Stéphane, un point de vue justement à ce sujet. Pour argumenter sur cette évolution de la société qui est effectivement très, très rapide, je l'observe dans le domaine des loisirs. Les loisirs, il y a encore quelques années, c'était effectivement principalement le karaoké et l'alcool. C'est en train de changer très vite. On le voit bien en faisant découvrir la voile et la pêche aux habitants de Dalian et du nord-est de la Chine. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça change. Les choses vont très très vite. Très bien, on va aller justement interviewer Jean-Sébastien Butin, donc, qui lui va nous parler de vie quotidienne à Dalian. La vie en Chine n'est pas de tout repos, vous fait sortir de votre zone de confort assez régulièrement, mais une fois que vous avez accepté les formes de pollution, d'avoir un purificateur d'air dans votre appartement, d'avoir cette circulation autour de vous, la vie à Dalian s'organise plutôt de manière assez agréable. Il y a toute une communauté de Français, d'expatriés, qui vous permet, si vous avez envie de convivialité ou de retrouver des moments qui vous manquent, c'est faisable. Les gens sont très ouverts, très organisés, c'est facile de se retrouver, d'aller chercher d'autres choses. Il y a un aspect culturel qui n'est pas très bien mis en valeur par la ville, mais qui existe. De même qu'il est facile d'aller trouver du calme, des paysages, en louant un taxi et en partant à 1 heure, une demi-heure, voire des fois 20 minutes du centre-ville pour aller voir la mer, la montagne ou des forêts. Donc pour nous, Dalian, c'est maintenant chez nous. On le prend avec ses mauvais et surtout ses bons côtés. On s'y était préparé, c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on imaginait au début. Mais par contre, clairement, il faut que vous soyez dans une optique d'ouverture, de tolérance, de patience et d'une certaine forme de résignation pour accepter des choses qui vous paraîtraient inacceptables dans d'autres circonstances ou en France. Alors,
On a vu un peu sur la notion de vie sur place. Maintenant, la notion culturelle, il y a des échanges importants avec Le Havre. Vous pouvez nous en dire un mot ? Important. Je ne sais pas s'ils sont importants. Encore une fois, il faut bien avoir un sens des échelles. Le Havre, c'est avec son agglomération de 150 000 habitants. Dalian, c'est 7 millions d'habitants si on compte tout. Donc on n'est pas dans une intensité d'échange équilibrée. Ce qui est vrai, c'est qu'on a essayé de densifier la relation entre les deux villes en y ajoutant une touche universitaire, parce qu'on pense que c'est la préparation de l'avenir, et ça c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui apprennent le chinois au Havre désormais. Et puis on a essayé d'y donner une touche culturelle. Alors il se trouve qu'on a un certain nombre d'institutions culturelles qui fonctionnent bien au Havre, et on a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait imaginer des prêts d'exposition ou des transferts d'exposition. C'est pas toujours facile parce que les goûts culturels sont différents, parce que les attentes culturelles sont différentes, mais on sent qu'il commence à y avoir une demande. Il y a une appétence entre les choses. Les Chinois, et en tout cas les autorités Dalian, sont très tournés vers la coopération économique et un peu sur la coopération universitaire. On sentait bien que l'intensité de l'échange culturel n'était pas le premier objet de la relation. Ça commence à venir. Et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de choses à raconter, nous. Donc c'est vraiment un patrimoine. Il y a une autre chose à laquelle il faut penser qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans, en tout cas qui existait moins il y a 10 ou 15 ans. C'est que pour une ville française, Le Havre, le territoire français, aller en Chine et parler de culture, c'est aussi préparer des visites chinoises sur le territoire national. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est préparer l'attractivité touristique de la France. Il y a un enjeu absolument considérable, démentiel, je dirais, en termes de pouvoir d'achat. Et c'est évidemment une des choses que nous, on va faire, alors qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Encore une fois, la région, c'est 250 millions. Ça tout le nord-est. Énormément. Tout le nord-est. Non, mais la région. Donc trois régions. C'est colossal. Alors, juste vous qui êtes sur place en permanence, la notion culturelle sur Dalian. Oui, ça reste pas une priorité pour les gens, mais c'est en train de le devenir. Voilà, ça accompagne le mouvement, et je crois que ça vient notamment avec les voyages, et que voilà, toutes ces personnes qu'on reçoit en France qui viennent en vacances rentrent ensuite à Dalian avec des préoccupations nouvelles. Une volonté de... Voilà. Exactement. Très bien. Alors, on va avoir une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. Alors, rapidement, le système de santé pour la Chine, quand on habite sur place, comment ça se passe? À Dalian plus particulièrement, bien évidemment, si on est à Pékin ou à Shanghai, l'approche est différente, mais dans une ville de cette dimension, comment ça se passe pour un expatrié? Je voudrais commencer à dire que quand on vient de France, même si on peut avoir envie ici ou là de critiquer notre système de santé, il est tout à fait exceptionnel. Et donc, quand on quitte la France pour aller s'installer à Dalian, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui sont un peu différentes. Concrètement, pour les petits bobos du quotidien, il y a des très bons hôpitaux à Dalian. Simplement, il est vrai que pour les choses plus sérieuses, et notamment pour ce qui est de la prise en charge des services, etc., on peut avoir envie de plutôt aller dans des hôpitaux internationaux à Pékin, à Shanghai, où
carrément de rentrer en France. Et simplement, il faut garder en tête que quand on s'installe dans une ville comme Dalian, il faut adapter son système d'assurance pour pouvoir être pris en charge dans ces hôpitaux. Dans cette démarche-là. Voilà. Alors, vous êtes rentré en France il y a pas très longtemps, justement pour des problèmes de santé de votre épouse et de votre fils. Voilà, mon épouse et mon fils qui, eux, ont perdu, ça semble grave, mais 50% de leur capacité pulmonaire due à la pollution. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a une prévention à faire vis-à-vis de ça, qui est assez coûteuse, mais qu'en tant qu'expatrié, on peut se permettre. Et voilà, il y a cette problématique de pollution qui est aussi une niche vis-à-vis des affaires françaises. On a de l'innovation, du R&D à faire sur place, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant avec Awamadec. D'accord. Et donc, il y a une prévention à mettre en place. En gros, tout est filtré, tous les bureaux sont filtrés, les appartements sont filtrés. Voilà, ça fait un petit peu vaisseau spatial, mais on a des filtres à la maison, au bureau, à l'école, dans la voiture, dans la rue. Rassurez tout le monde, votre épouse et votre fils vont beaucoup mieux. Voilà, à partir du moment où on passe 6 mois dans un contexte propre, on peut revenir et ils vont bien. Il n'y a pas de souci. Très bien, alors on va parler quelques instants d'enseignement et on va aller interroger Michel Vilga, proviseur du lycée français. Bonjour Paris. Donc l'enseignement français en Chine s'appuie essentiellement sur 3 établissements. Le lycée français international de Shanghai, le lycée français international de Hong Kong et bien sûr le lycée français international de Pékin. Donc toute famille d'expatriés françaises qui vient en Chine a le choix entre ces 3 établissements et est assurée, lorsqu'elle vient dans ce pays, de la continuité du service public d'éducation à la française. C'est une des grandes forces du réseau de l'Agence des établissements français à l'étranger que de proposer cette continuité partout dans le monde. Cet enseignement français en Chine est très attractif et beaucoup apprécié, mais il se heurte à une réalité politique incontournable, c'est que le gouvernement de Pékin, à l'heure actuelle, interdit toujours à ces familles chinoises de s'inscrire dans un établissement et dans un système d'enseignement étranger. Donc pour nous, pour attirer nos nouvelles familles, nous pouvons compter sur l'appui très affirmé de Monsieur l'ambassadeur, qui nous a proposé au mois d'avril prochain d'organiser à l'ambassade une réunion de présentation et d'information pour présenter le lycée français de Pékin, en particulier en direction des corps diplomatiques des pays hispanophones et russophones. De même, pour dynamiser notre enseignement, nous allons accueillir à l'été prochain une école internationale chinoise de Hong Kong, l'école 3E, qui viendra compléter nos effectifs avec des élèves du primaire. Alors pour résumer sur Dalian, bien évidemment, on n'a pas de lycée français, il y a un très très bon lycée canadien et on a surtout des partenariats, bien évidemment, avec la ville du Havre. Donc des partenariats avec l'université, avec les écoles. Comment ça se passe, Monsieur le maire? D'abord, on a un vieux partenariat avec l'université du Havre, qui est d'ailleurs à peu près contemporaine du jumelage, puisqu'elle est assez récente, et qui a accueilli dès son origine, parce qu'elle s'est spécialisée sur les langues asiatiques, pour la partie sciences humaines, qui a accueilli dès son origine des étudiants qui ont ensuite fait de belles carrières à Dalian. On a donc ce partenariat universitaire, on a des partenariats avec des lycées, on a des stagiaires du Havre qui sachant qu'il existe une relation facile avec l'administration de Dalian, l'utilisent pour obtenir les visas qui vont bien et les stages qui peuvent les intéresser. Et puis on a des partenariats qui peuvent sembler un peu plus surprenants. Je vais vous en donner un exemple. On a au Havre un remarquable... beaucoup de remarquables restaurants, mais on en a un qui est encore plus remarquable, qui a 2 étoiles au Michelin, qui est géré par un chef qui s'appelle Jean-Luc Tartarin. Et la dernière fois que je suis allé à Dalian, l'avant-dernière fois que je suis allé à Dalian, j'ai emmené Jean-Luc Tartarin avec moi. Et il a été faire des démonstrations sur ce que c'est que la cuisine française, sur la façon dont on l'envisage, dans une des écoles hôtelières de Dalian. Vous imaginez l'effet que ça produit sur à la fois l'image de la France, la qualité assez incroyable, d'autant que Tartarin est un type qui joue le jeu à fond. Qui fait le show. Non, il a vraiment fait le show, c'était bien impressionnant, même pour moi qui connaît sa cuisine. Et ensuite, on a accueilli, alors évidemment, on ne peut pas le faire à l'échelle chinoise, mais on a accueilli 1 puis 2 stagiaires de Chine qui venaient dans le restaurant en France apprendre. Donc là, on a des choses qui sont parfois...
à petite échelle, qui sont parfois à plus grande échelle, mais qui montrent le souci d'apprendre et le souci de rayonner d'une certaine façon. Et on y est très attaché parce que on voit bien, encore une fois, compte tenu de la distance et de l'éloignement culturel, que si on ne passe pas par là, on n'aura pas le minimum pour construire. Très bien, merci beaucoup messieurs pour cette magnifique émission. Merci Édouard Philippe, merci Rémi Petit Frère, pardon, et Stéphane Gontan, merci. Et pour notre part, on se retrouve, bien évidemment, vous pouvez revoir les bonus de vidéo et on se retrouve dans quelques instants pour la Corée avec Séoul.